Bien, eh bien, nous allons maintenant commencer notre dernière table ronde de la matinée sur une thématique, des politiques publiques à la pratique, une créativité nécessaire. Donc je crois que le titre est explicite et vous aurez compris avec les introductions de ce matin à quel point il est important que les écoles des parents puissent participer, connaître, comprendre, s'informer sur les mécanismes de production, de création et les effets des politiques publiques. Bonjour. Nous abordons donc maintenant la deuxième table ronde de la journée. Et cette table ronde a un titre un peu bizarre, puisque un peu alliance de mots, puisqu'elle est intitulée « Des politiques publiques à la pratique ». Et voilà le mot-clé, une créativité nécessaire. Pour aborder ce sujet, je remercie Sylviane Jampinot et Pierre Suesser de nous accompagner et de parler de leurs pratiques et de leurs connaissances qui sont nombreuses et importantes. Je vais rapidement vous présenter l'un et l'autre et vous donner ensuite la parole. Vous disposerez chacun de 15 minutes et puis nous ouvrirons la discussion. D'ores et déjà, les participants sont invités à poser leurs questions dans le chat. Ils peuvent le faire au fil de l'eau sans aucun problème. Ce sera donc pris en compte dès la fin de vos interventions. Alors, nous allons commencer par Sylviane Jampinot, qui est psychologue d'enfants, psychanalyste, qui est présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, et présidente actuelle de ce Haut Conseil. Sylviane Jampinot est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, d'interventions, elles aussi nombreuses, de rapports. Mais je vais surtout parler de son dernier ouvrage, qui est, ou plutôt de deux ouvrages qui sont tout à fait proches de notre sujet, puisque le sujet concerne l'équilibre familial et a pour titre « Comment les désarticulations entre les politiques sociales et les organisations du travail précarisent-elles l'équilibre familial ?» À propos d'équilibre familial, on va un petit peu simplifier en disant il y a le père et la mère. Et ça nous renvoie aux ouvrages de Sylviane Jampinot. L'un un peu plus ancien qui est « Les mères qui travaillent sont-elles coupables ?» et l'autre qui est plus récent qui s'appelle « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» Je crois que là, on est vraiment au cœur du sujet de la parentalité. Et c'est à partir de cela, Sylviane Jampinot, que vous allez nous parler de votre analyse psychologique du syndrome de priorisation professionnelle des pères et de son impact sur les tensions conjugales. Vous y posez des jalons pour des transformations sociales du côté du monde du travail, politique, du côté de la famille et individuelle, du côté de l'éducation des enfants. Ensuite, je vous donnerai la parole, Pierre Suesser, vous qui êtes pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile en Seine-Saint-Denis et coprésident du syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile. Vous êtes également auteur d'un certain nombre d'ouvrages en collaboration et d'ouvrages que vous avez écrits uniquement vous. Je noterai particulièrement deux titres que je trouve importants pour notre propos. Celui qui s'appelle « Petite enfance, penser la prévention en grand ». Il a un joli titre, il faut dire aussi. Et celui qui s'appelle « Quel PMI demain ?» Voilà donc, bon, c'en est parmi d'autres, mais votre sujet aujourd'hui sera la prévention en santé familiale et infantile, la précarité et les inégalités de santé.
C'est votre expérience en protection maternelle et infantile, vos réflexions approfondies sur cette pratique, appuyées sur un corpus de connaissances pluridisciplinaires qui allie la médecine, l'épidémiologie, la psychologie, l'anthropologie et j'en passe, on va laisser quelques points de suspension, qui vous amènent à penser la problématique des inégalités des enfants et des familles face à la santé et à proposer un plaidoyer en faveur d'une prévention à la fois universelle et ajustée. Alors voilà, je vais donc, Sylviane Jean-Pinot, vous donner la parole. Vous avez donc, je le rappelle, 15 minutes. C'est à vous. Bonjour, je remercie Michel Barzignac et Régine Sel et l'ensemble de l'équipe de la Fédération nationale des éducateurs et des parents pour cette invitation. Je vais essayer d'être assez rapide, mais je prends l'option du grand angle plutôt que de la focale, parce que ce que je trouve important, c'est de pouvoir montrer comment il y a des cumuls systémiques de facteurs infiniment subjectifs, inconscients, très individuels, de facteurs sociaux et à l'interface d'inductions idéologiques, d'inductions idéologiques qui compliquent sérieusement la vie des enfants et donc la vie des parents. Ça, c'est le positionnement de la présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence. Et peut-être qu'à la FNEP, on dirait qui complique considérablement la vie des parents, donc des enfants. Voilà, c'est un processus évidemment interactif. Je voudrais partir d'un constat qui m'a amené à écrire ce livre. Bien sûr, je suis intéressée évidemment des interfaces entre les politiques et les dimensions sociales et le vécu et les mécanismes inconscients, mais cette articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle est vraiment une thématique expérimentale, des brouillages possibles, des questionnements et forcément des réponses. Je vais partir du fait que nous sommes en période post-Covid, espérons-le, et en tout cas, aujourd'hui témoin des diagnostics, témoin de la manière dont la pandémie valide les diagnostics menés par le Conseil de l'enfance et de l'adolescence sur une situation politique, de politique publique relative aux enfants qui est sérieusement à améliorer. On a bénéficié d'une sensibilisation aux enjeux de pauvreté dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Et pourtant, je voudrais attirer, du point de vue de la conciliation, l'attention de votre public sur quelques éléments. Les enfants vivant dans des familles en situation de pauvreté sont le plus souvent des enfants vivant dans des familles, foyers monoparentaux. Dans ces foyers monoparentaux, c'est encore plus fréquent quand le parent qui a la garde principale de l'enfant a perdu le contact avec l'emploi, donc avait une activité professionnelle. Pour appeler les choses par leur nom, les temps partiels des mères sont dans 7 cas sur 10 justifiés par des raisons familiales, notamment s'occuper des enfants et des personnes dépendantes de la famille. Et
le retrait total d'activité est toujours lié pour ces personnes à ces enjeux-là. Ça dit tout simplement qu'il y a une volonté de pouvoir à la fois s'occuper de ses enfants et à la fois de vouloir travailler, d'avoir une activité professionnelle, une autonomie financière. Et en tout cas, on s'aperçoit que la paupérisation des familles est accentuée par les ruptures conjugales, notamment avec ces retraits de l'emploi des femmes. L'INED titre un document que je vous conseille, le chômage augmente le risque de séparation. Et aujourd'hui, nous avons un nombre de séparations qui est important, dont on a des chiffrages qui ne sont pas complets, du fait de notamment l'absence de formalisation des séparations pour les couples non mariés et du fait aussi du divorce par consentement qui maintenant ne passe plus par les juges. Donc on est dans une situation où on ne sait pas très bien exactement combien de séparations conjugales nous avons, mais l'INED toujours précise que dans la moitié des cas, ce sont des couples avec des enfants mineurs. Voilà. Ceci nous ramène au vécu des enfants qui m'a motivée. Et je voudrais en venir à ce questionnement. J'ai, comme vous tous ici, porté une œuvre de déculpabilisation des mères qui travaillent, pour m'apercevoir avec un certain nombre d'années de recul que ça n'avait pas suffi à améliorer la situation et que finalement, au bout du compte, on assiste à une véritable désynchronisation de l'évolution des femmes et de l'évolution des hommes, et à l'intérieur des évolutions des hommes, une désynchronisation interne entre leur transformation objective. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir à quel point les pères investissent la fonction parentale. Les hommes, pour moi c'est un signe, sont de plus en plus fréquemment à l'origine du désir d'enfant. Les hommes se rapprochent considérablement de leurs enfants, notamment plus petits. On constate aujourd'hui dans la proximité corporelle, dans certaines gestuelles, certaines évidences de proximité et d'adaptation des hommes à leurs enfants. Et pourtant, les chiffres sont et restent têtus du non-partage des réalités éducatives, de soins, de présence auprès des enfants. Partant de là, je me suis interrogée sur ce que vivent ces hommes. Et je voudrais juste citer quelques chiffres sur ce casus belli, quand même, entre les pères et les mères, qui portent plus qu'on ne le pense sur le quotidien et le partage, comme je viens de l'évoquer. 69% des hommes pensent qu'il n'est pas normal que les femmes assurent la plupart des tâches ménagères et parentales, mais 80% de ces tâches restent assurées par elles. Ils sont 52% à se dire prêts à en prendre leur part, mais seulement 28% à s'y impliquer. Alors, ça semble dérisoire tout ceci, mais ces chiffres têtus sont vécus comme une agression par les pères qui ne s'y reconnaissent pas, tant leur vision des choses peut être biaisée par un mécanisme que j'appelle le syndrome de priorisation professionnelle des hommes. Derrière cela, finalement, je vais faire simple parce que nous avons peu de temps,
c'est cette sorte de mécanisme qui fait que lorsqu'il y a de la tension d'arbitrage entre un impératif professionnel et un impératif familial, les mères ont tendance à se dire comment je vais faire pour les enfants, les pères à se dire comment je vais faire pour mon travail. À l'observation, on voit bien comment les hommes sont pris dans des étaux de stéréotypes de genre, de dettes ancestrales qu'ils ont contractées aux autres hommes, génération après génération, qui, dans le récit masculin du bâti du monde dans lequel nous vivons, les hommes ont été en première ligne face aux éléments, face à la nature, ont risqué leur vie, etc. Et voilà. Et cette dette masculine, ancestrale fonde l'un des éléments de leur forcément accès à des signes de virilité, alors qu'ils sont de plus en plus aujourd'hui à remettre en cause et à ne pas se reconnaître dans des normes comme ça codifiées. Du coup, ils butent néanmoins sur ces stéréotypes et ils butent aussi sur le bâti de l'activité professionnelle. Je n'aurai pas le temps de développer ici. Ils butent également sur une sorte de réflexe. Ils essaient de se tenir à l'abri des choix à réaliser entre les enfants, le couple, le travail, avec une espèce de scénario mental en 4 actes. Éviter le choix, éviter il sous-dimensionne la gravité de la situation familiale et par bascule, les mères surdimensionnent. On connaît le scénario, les enfants vont pas bien, la maison ça se passe mal, je m'en sors pas avec mon boulot, etc. Ça c'est pour les vies actives. Sylviane Jean-Pinot, il vous reste 2 minutes. En synthèse, il bute sur ce qu'il considère comme le roc du réel de l'engagement professionnel et sur la créativité nécessaire à des dispositions politiques. Je crois que ce n'est pas très compliqué, hein. On sait à peu près ce qu'il faut faire, des choses sont en cours, mais on avance quand même très lentement. Les congés parentaux mieux répartis entre les pères et les mères, mieux rémunérés au plus tôt de la naissance des enfants et plus court. Hein. Ensuite, faire de la parentalité une variable d'organisation du monde du travail et du management au quotidien, monter en qualité de tous les services dédiés aux enfants, pas seulement les modes d'accueil, mais aussi tout ce qui va pouvoir faire relais à la présence parentale des pères et des mères, et considérer qu'il y a une violence institutionnelle à faire grandir des enfants dans des situations qui vulnérabilisent ce qui leur sert d'appui, à savoir leurs parents. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sylviane Jean-Pinot, de cet exposé qui est absolument passionnant. Voilà, je n'ai pas arrêté de prendre des notes et j'aurai sûrement des questions à poser. Et je pense que les participants aussi auront des questions à poser. Alors maintenant, je vais donner la parole à Pierre Suesser, qui va donc nous parler de PMI, précarité, inégalité en santé. C'est à vous. Merci beaucoup aux organisateurs de la FNEP de m'inviter à parler avec vous de prévention
et précarité, inégalité de santé. Et la question de la prévention en santé familiale et infantile, elle peut être mise en perspective et discutée à partir de l'expérience du dispositif de PMI qui prévoit un accès universel à des services de prévention gratuits ouverts aux jeunes enfants, aux adolescents, aux femmes et aux familles de tout milieu, tout en accordant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale auprès desquelles les professionnels sont tenus d'ajuster leurs pratiques. Alors effectivement, il s'agit premièrement d'un plaidoyer en faveur d'une prévention à la fois universelle et ajustée, à partir d'un bref aperçu sur la pratique des services de PMI. L'implantation de ces services entend favoriser un lien de proximité entre les professionnels d'une part, les enfants, les familles, les adolescents de l'autre. Et cette proximité va offrir un socle à l'attention préventive des professionnels qui va entrer écho avec la propre attention des parents pour le développement et la santé de leur enfant et la soutenir. Et le souci de la santé de l'enfant, des soins à lui apporter, sont pour chacun des leviers très puissants du devenir parent. Et le positionnement des professionnels de PMI va s'ancrer dès lors dans une approche préventive sans la grossesse sur le processus long du développement de l'enfant et de la parentalité, en partant des préoccupations des femmes enceintes et des parents. Il s'agit de promouvoir la santé au sens de porter vers l'avant, vers l'avenir, l'enfant qui a tant besoin pour grandir, de parents qui soient confiants dans leur capacité d'y contribuer. Le dialogue qui s'institue dès la période périnatale et qui va se poursuivre pendant les premières semaines de vie de l'enfant va permettre ainsi l'expression des préoccupations parentales concernant les aspects somatiques, psychologiques de la santé de l'enfant, les déterminants sociaux et environnementaux qui nuancent, sans oublier les conditions ultérieures de socialisation de l'enfant. Et ce qui vient en premier du côté des parents, ce sont des questions sur la santé somatique qui permettent, en s'y appuyant, d'aborder l'ensemble des dimensions dans la durée. C'est une prise en compte de la santé qui conjugue l'approche médicale au sens large et une approche relationnelle du soin. Alors, comment l'expérience de PMI permet d'appréhender la problématique des inégalités de santé dans l'enfance? On a une pratique qui est appuyée, vous l'avez dit, sur un large corpus de connaissances et d'expériences et qui nous conduit à identifier plusieurs types d'inégalités des enfants et des familles face à la santé. Premièrement, les inégalités sociales de santé à proprement parler, qui ont été notamment étudiées par l'IGAS dans un rapport en 2011, tout en soulignant la grande variété de leurs déterminants et leur imbrication. Ce rapport rappelle clairement la corrélation entre plusieurs indicateurs et la catégorie socio-professionnelle des parents ou le cursus scolaire des mères. Ça concerne le suivi de grossesse, le taux de prématurité, le poids de naissance, la prévalence de la surcharge pondérale à 5 ans, le nombre de caries dentaires, par exemple. L'IGAS pointe particulièrement deux facteurs sociaux, la qualité sanitaire du logement et la question de la pauvreté et l'exclusion sociale des parents. À ces inégalités sociales se combine deuxièmement pour certains publics vivant l'exil ou la migration, et ça a été évoqué ce matin, une dimension culturelle qui intègre des critères éducatifs et des représentations de la santé influençant les comportements. Et ceci peut venir renforcer des situations d'inégalité, notamment dans les relations avec les services de santé, par exemple portant sur l'appropriation des standards de prévention des pays d'accueil. Et puis, une troisième dimension, c'est la psychologie clinique du développement qui nous aide à comprendre que les bébés et les enfants rencontrent une autre forme d'inégalité qui peut affecter leur développement, celle liée à l'histoire familiale, transgénérationnelle, singulière dans laquelle s'inscrit leur venue au monde. Des vécus traumatiques dans l'histoire parentale peuvent être réactivés lors d'événements repérés comme la naissance ou inattendus tout au long du cheminement de vie singulier de chacun, s'accompagnant alors de difficultés possibles dans l'instauration des liens mère-père-bébé. Il s'agirait là d'une forme de vulnérabilité biographique potentiellement inégalitaire. Alors, un petit focus sur ce concept de vulnérabilité. Il est très utilisé dans le domaine de la santé familiale et laisse entendre que certaines populations de familles sont en soi vulnérables, notamment sur le plan psychique, souvent à partir de critères sociaux défavorables. Or, la pratique nous montre que nul ne peut être réduit à la vulnérabilité d'un moment et encore moins aux facteurs de risque qui l'affectent. Et les études confirment que les périodes ou les situations de vulnérabilité, comme la grossesse, les premiers mois après la naissance, touchent des personnes de toute catégorie sociale, de même que la survenue d'événements comme la dépression maternelle du postpartum, les violences conjugales, l'alcoolisme. Donc, la pertinence relative du concept de vulnérabilité dans le champ de la prévention clinique et la prudence quant aux effets de stigmatisation possibles, ça incite à plutôt utiliser les notions de période ou situation de vulnérabilité que celles de personnes ou groupes vulnérables dont on entend pourtant beaucoup parler dans la littérature. Naturellement, les familles qui vivent dans la grande pauvreté, qui sont souvent meurtries par leur histoire transgénérationnelle, souvent exclues de la société et culpabilisées par leur situation sociale,
cumulent des facteurs de fragilité et de vulnérabilité qu'il serait inapproprié et déplacé de minimiser, mais pour autant, leur identité ne saurait s'y résumer, sous peine de substituer une forme de prédiction féroce à la prévention précoce. Alors, un petit mot sur cette prévention généraliste ou ajustée aux inégalités de santé. Il y a de nombreux domaines de la santé et du développement de l'enfant qui justifient des actions de prévention s'adressant à tous. Par exemple, les difficultés d'ajustement relationnel entre des parents et un bébé sont susceptibles de survenir dans toute famille, ou encore la consommation importante des écrans dans les 3 premières années de vie, je sais que vous allez en reparler, qui se traduit par un risque accru d'obésité ultérieure, de retard de langage, de réduction de la capacité d'attention, et là, tous les milieux sont touchés. D'un autre côté, l'épidémiologie, la santé publique permettent de cerner des situations spécifiques où un groupe de population, une tranche d'âge, sont exposés à un risque pour leur santé. Par exemple, l'exposition de population d'enfants à la présence de peinture au plomb dégradées dans les logements construits avant 1948 justifie, pour prévenir le saturnisme, de prendre des mesures de prévention ciblées. Donc la prévention auprès du jeune enfant et de sa famille renvoie à 2 axes d'intervention dont aucun ne doit être sacrifié au profit de l'autre, une prévention généraliste adressée à tous et la prévention ajustée en fonction de l'exposition à certains risques ou difficultés. La question de la lutte contre les inégalités de santé dans l'enfance illustre bien cette nécessaire dialectique universalité-spécificité des réponses. L'IGAS propose aussi une stratégie de lutte contre ces inégalités selon un principe, je cite, d'universalisme proportionné qui concilie un certain degré de ciblage des prestations avec le maintien de leur universalité. Cette notion d'universalisme proportionnel mérite discussion. Si elle fait porter l'attention sur le cumul de difficultés que rencontrent les familles en situation de précarité économique, avec ses conséquences en matière de santé, et si elle induit des réponses faisant évoluer ce contexte en matière de logement, d'emploi, de protection sociale, elle peut légitimement contribuer à réduire les inégalités de santé. Mais si ce concept devait conduire à un surciblage des familles par des interventions médico-sociales à visée prescriptive en termes de comportement de santé, à ce moment-là, ça risque d'entraîner un sentiment de stigmatisation et d'infantilisation et de les conduire au repli face aux services de santé préventifs. Et l'IGAS l'avait également souligné. Alors, j'ai une deuxième partie le plus rapidement possible en faveur d'une prévention plus attentive aux situations de précarité. C'est Maryvonne Caillot, déléguée aux questions familiales d'ATD Quart Monde, qui cite dans un texte intitulé « Être parent contre vents et marées, parentalité et grande pauvreté » des facteurs comme l'absence ou l'insalubrité du logement, des revenus trop restreints et réguliers obligeant à compter sans cesse, le découragement face aux situations qui ne s'améliorent pas et le souci de toujours courir, le sentiment d'humiliation de parents qui ne peuvent plus assurer des conditions de vie décentes à la famille. Et elle précise, dépendent pour tout des relations avec les travailleurs sociaux qui sont là pour vous aider et vous soutenir, c'est sûr, mais ont rarement la réponse à vos difficultés et qui en même temps représentent une menace. Ne vont-ils pas vous imposer des solutions qui pourraient conduire à une intrusion dans l'intimité de la famille déjà difficile ou pire encore à la séparation avec les enfants? Les services de PMI connaissent certes ces difficultés et il est probable qu'ils offrent des réponses hétérogènes sur tout le territoire, sur un gradient qui va de la prise en compte insuffisante à la pleine reconnaissance des situations, du jugement à la compréhension, du contrôle à l'accompagnement des familles. Ces difficultés liées à la grande pauvreté ou à des normes socioculturelles éloignées de celles imprégnant la middle class dont sont issus nombre de soignants placent ces derniers face à plusieurs défis. Le premier, c'est d'aller vers les familles et créer de la confiance. Prendre le temps de rejoindre les familles là où elles sont et dans leurs aspirations. Recréer la confiance, tâche difficile pour des professionnels qui doivent et soutenir les familles et signaler d'éventuels dangers ou négligences. Assurer simultanément l'accompagnement et une forme de contrôle, parfois, demande, je cite Maryvonne Caillot, beaucoup de tact et de connaissance de ce milieu pour comprendre les logiques que développent les pauvres devant les 1000 obstacles auxquels ils sont confrontés. Aller vers, ça signifie concrètement pour la PMI, multiplier des dispositifs comme les interventions dans les milieux de vie, les visites à domicile, en mesurant bien toutefois les risques d'ingérence, déplacer des consultations au plus près, on a des camions itinérants dans certains départements, participer aux réunions à thème au sein des associations que fréquentent les familles, instaurer la relation dès le suivi de la grossesse en coordination entre la puéricultrice et la sage-femme, ça favorise aussi l'intervention, la puéricultrice par la suite, et tout ça contribue à l'émergence d'une confiance réciproque et durable. C'est aussi encourager les parents et faire alliance. Face à la souffrance, au sentiment de honte ou de culpabilité des parents liés aux difficultés de développement des enfants, il est souhaitable, nous dit Maryvonne Caillot, de ne pas nous focaliser uniquement sur les manques et les dysfonctionnements, mais de voir et nommer leurs forces
et leurs compétences, comprendre la souffrance que produit la misère, donner du sens à ce qui en semble dépourvu. Est-ce que cela ne devrait pas faire partie de la formation des professionnels? Et elle cite une expérience de co-formation par le croisement des savoirs qui permet de travailler à démonter les représentations réciproques, travailler sur les mots employés qui font souvent obstacle et les logiques des uns et des autres. Donc, considérer les familles comme des partenaires et construire avec elles les réponses les plus adaptées possibles. Et je voudrais aussi citer ici Maurice Titran, qui était pédiatre au CAMS de Roubaix et qui développait une approche du compagnonnage. Il disait « La construction de l'enfant sera la tâche à accomplir. Parents et professionnels mettront ensemble leurs talents. L'occasion est mise à profit pour enrichir les savoirs réciproques. Les familles marchent devant, nous parcourons un chemin en étant guidés par elles. L'enseignement ne se fait ni par l'écrit, ni dans le face-à-face, mais dans un allant devenant. » Il vous reste 2 minutes. Oui, je vais essayer de les exploiter au mieux. Encourager les parents qui vivent dans la grande précarité aussi à rejoindre des lieux collectifs, des maisons des parents, les universités populaires parentales. Si les parents ont l'occasion de dire ce qu'ils réussissent avec leurs enfants, ils oseront peu à peu sortir de la réserve. Il viendra le temps de dire les questions, les difficultés, et ils se rendent ainsi compte qu'ils sont capables de penser, que leur pensée peut participer à transformer le monde. Alors, toute cette réflexion sur la prévention ajustée aux situations de précarité, elle prend sens à condition de travailler aussi à réduire cette précarité en coopération entre intervenants sociaux et intervenants de santé, mais aussi bien sûr en interpellant les responsabilités des décideurs politiques et administratifs. Et Jean-Pierre Deschamps, pédiatre et professeur de santé publique, vous rappelle s'il le fallait que les conditions fondamentales et ressources préalables sont en matière de santé la paix, un abri, l'éducation, la nourriture, un revenu, un écosystème stable, des ressources durables, la justice sociale et l'équité. Alors, je ne vais pas vous lire la conclusion que j'avais prévue pour ne pas prendre trop de temps, mais seulement 2 citations en épilogue. La première de Thérèse Potekoff, assistante sociale qui a longtemps travaillé avec Maurice Titran. « Tu n'as pas de maison, viens habiter la mienne, viens habiter ma préoccupation. » Et la seconde de Jacqueline de Chambrin, pédiatre qui a créé le service de PMI de Seine-Saint-Denis. « Nous, les professionnels, devons faire un effort très particulier pour avoir un langage commun et partager notre pouvoir. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Suessard, pour cette intervention extrêmement à la fois bien étayée théoriquement et puis qui repose sur une véritable connaissance et expérience du terrain. Vos 2 interventions m'ont incité à me poser une question qui est est-ce que la créativité que l'on a évoquée, qui est celle des familles, mais qui est aussi celle des interactions entre les familles et, par exemple, les professionnels, cette créativité et, d'une autre manière, les politiques publiques en œuvre. Sylviane Giampino, vous avez beaucoup évoqué cette question. J'ai noté l'importance de faire de la parentalité une variable dans le monde professionnel. Ça me paraît effectivement une idée fondamentale. Mais est-ce que ces mesures-là vous semblent en mesure de contrer ce que l'on pourrait appeler la fatalité du probable, qui pour vous, Pierre Suessard, comme vous l'avez évoqué, c'est un peu celle des inégalités sociales devant la santé, mais enfin des inégalités sociales en général. Et Sylviane Giampino, vous l'avez évoqué, bon, c'est moi qui vais utiliser ces termes-là, mais c'est un petit peu ça, en termes de guerre des sexes, parce que, ou guerre à l'intérieur même, puisque les pères sont à la fois les porteurs d'une espèce de dette ancestrale quasiment insoluble et de nouvelles images et de nouveaux attraits d'ailleurs pour la fonction paternelle. Donc, je reprends ma question, face à cette fatalité, il y a donc, selon vous, moyen d'agir de façon créative, à la fois du côté des individus et des groupes et du côté des politiques publiques. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à apporter à cette question? En fait, ce que je demande un petit peu, c'est, vous y croyez donc? Vous croyez que c'est possible?
Je pense que je ne cumulerai pas une activité professionnelle très clinique et la responsabilité de ce haut conseil si je n'y croyais pas un peu. Je crois que c'est possible, mais à certaines conditions. La créativité, ça sous-entend du débat, de la réflexion collective, une certaine liberté à l'intérieur même de l'appareil, de la fabrique des lois et des politiques. Alors c'est vrai que le Haut Conseil est dans cette situation-là, il est indépendant, il s'auto-saisit, etc. Mais la créativité, elle vient aussi de la liaison à maintenir permanente entre les réalités des enfants et des familles et la sphère qui technicise et idéologise les réponses à apporter aux difficultés qu'on rencontrées. Je voudrais juste dire que je pense que certaines batailles sont périmées entre les hommes et les femmes. La guerre des sexes, on n'en veut plus. Globalement, on n'en veut plus. À part certaines émanations très médiatisées, il faudrait analyser, on n'a pas le temps ici, la complémentarité des sexes, ça n'a pas fonctionné pour pacifier. On a eu une phase de croyance en la bisexualité psychique comprise de travers, et puis finalement cette complémentarité entre les sexes, on serait tous un peu hommes, un peu femmes, etc. Ben oui, c'est vrai, et ça n'a rien changé, ça fait longtemps que ça dure. Et il y a des réponses à cette question des inégalités qui finalement mènent à des impasses que les hommes ressentent probablement plus fortement que les femmes parce qu'ils ont plus à y perdre et les femmes plus à y gagner, bien sûr. Mais ces impasses, elles reposent sur le fait qu'il y a un rapport défaillant de la pensée politique, du rapport subjectif au corps. Et un rapport défaillant de la pensée politique à la question de la limite et à la question des distinctions nécessaires à la structuration des hommes, des femmes et des enfants, des distinctions entre les vivants et les morts, le masculin et le féminin, en dehors de tout ce qui pourrait être des typologies et puis des normes quelconques, ce n'est pas le propos ici, des distinctions entre le minéral, l'animal, le végétal, des distinctions entre les générations. Il y a comme ça des opérateurs qui permettent aux enfants de se situer, ça doit être porté par les parents et ceci doit être en fait ce en quoi je crois, c'est en le fait qu'il y a trois cercles d'investissement pour les enfants qui sont leur famille, leur école, leur environnement éducatif, social et la société en elle-même. Et pour que ça fonctionne, il faut pouvoir donner aux enfants une sorte de temps pour grandir dans une illusion nécessaire qu'il y ait un peu de cohérence entre ces différentes sphères. Et ce n'est pas le cas. Oui. Il y a une discordance des conceptions, une discordance des langages et une discordance des mesures. Pierre Schuesser, je vais préciser un petit peu parce qu'il y a une question qui m'est parvenue qui va un petit peu cibler davantage la question du rôle des politiques publiques dans le changement.
Pourquoi y a-t-il une telle inégalité dans le nombre de PMI selon les territoires, sans aucun lien avec le nombre d'enfants? Est-ce que c'est aussi un facteur important qui peut justement permettre de contrer la fatalité du probable? Oui, alors la première chose que je voulais dire tout à l'heure en vous écoutant parler de fatalité, c'est qu'il y a effectivement des déterminations sociales, sociologiques, politiques, économiques très fortes. Mais ce que nous apprend le travail en prévention, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme absolu. La prévention n'est pas la prédiction. Et ça, c'est un chemin que l'on a fait de façon très partenariale avec beaucoup de collègues. Qui nous montre bien que la prévention, c'est une forme d'utopie créatrice qui repose sur cette rencontre et sur le fait, comme l'a écrit un pédopsychiatre de Genève, qu'il s'agit de s'introduire aux enclaves de l'inattendu. Il faut être dans cette disposition-là, qui est de s'introduire aux enclaves de l'inattendu pour pouvoir aller au-delà de ce qui semble être la fatalité d'un moment. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se joue que sur le plan individuel. Les choses se jouent à la fois dans la prévention individuelle et bien entendu se jouent sur le champ politique et sur le champ de la santé publique. Et en fait, il faut mener l'action sur ces deux jambes-là. Hein. On ne peut jamais renvoyer l'unique responsabilité de la situation des personnes sur eux-mêmes, et on ne peut pas en même temps, on ne doit pas en même temps leur faire peser le fait que rien ne pourrait changer parce que les conditions objectives l'empêchent. Et c'est ce que nous constatons dans la réalité. Alors, un double combat, un combat sur le champ politique et sur le champ des actions collectives de santé et de la santé publique, et en même temps une compréhension que le travail auprès de chaque personne, c'est un travail qui se tricote dans cette rencontre entre des soignants ou des accompagnants d'autres domaines et les enfants, leurs parents. Alors bon, je pourrais développer un petit peu plus, mais ce que j'évoquais dans mon intervention sur le fait qu'il y a des ressources individuelles et des potentialités, même dans les situations qui paraissent les plus désespérées, on sait que si on ne les regarde que comme désespérés, alors bien, c'est bien le désespoir qui va prendre le dessus. Et ce sont ces effets de prophétie autoréalisatrice dont il faut vraiment extirper de notre esprit dans le travail de prévention. Pour vous répondre sur l'autre question, qui est celle des inégalités de couverture du territoire en matière de services de PMI, alors là, on voit bien que depuis 30 ou 40 ans, il y a eu, je dirais, une dichotomie entre le ministère de la Santé qui ne se préoccupait plus de la politique de PMI et les départements qui en étaient chargés depuis la décentralisation. Et effectivement, chaque département a mené cette politique de PMI comme il l'entendait, et parfois d'ailleurs en ne respectant pas, pour certains d'entre eux, ce que le Code de la santé publique impose pourtant, qui est l'existence de services de PMI structurés avec un certain nombre de normes. Alors, depuis plusieurs années, nous nous mobilisons avec nos collègues puéricultrices, sages-femmes, psychologues, avec des associations aussi de la société civile, pour qu'il y ait une dynamique la réhabilitation d'une dynamique de co-construction de services comme ceux que sont la PMI, mais ça vaudrait pour d'autres services de santé. Les choses avancent encore une fois trop doucement dans ce champ-là, mais elles avancent tout de même, puisque il y a eu le rapport de Michel Perron concernant la PMI qui a fait ce constat et qui a fait ce constat alarmiste que pour sauver la PMI, c'était maintenant.
et que sinon, d'ici 5 ou 10 ans, on risquait de ne plus avoir de PMI dans beaucoup de départements. Et donc, il y a un certain nombre de mesures à prendre. Je vais pas les détailler ici, mais nous travaillons et nous mobilisons pour faire en sorte que des services comme la PMI, mais ça vaut pour la santé scolaire, ça vaut pour la pédopsychiatrie, ça vaut pour les maternités, enfin on sait bien, et puis si on élargit le champ au-delà de la santé, on le sait bien dans toute une série de champs, que ce soit celui de la protection de l'enfance, de l'éducation, du handicap, il y a d'énormes retards et il faut que les politiques publiques les réinvestissent, quoi qu'il en coûte, comme disait un responsable éminent de notre République. Merci. Encore une dernière question. Et cette dernière question va, encore une fois, mettre en relation les personnes, leur volonté de s'exprimer et les organisations et les politiques publiques. La question est la suivante. Le monde du travail permettra-t-il aux pères de poser leur congé post-accouchement facilement ? C'est en postpartum que les mamans découvrent ce fossé entre le travail et la vie de famille pour le père, avec des conflits, voire des séparations, et sans compter les conséquences plus graves encore que cela peut avoir. Donc la question est, est-ce que le monde du travail est prêt pour cet effort en faveur de la paternité ? Qui veut répondre ? Sylviane Jean-Pinot ? Je veux bien. Dire que le monde du travail est prêt serait quand même une posture d'optimisme totalement irraisonnable. Il s'agit bien là, avec ce livre, de les pousser un peu, et je ne suis pas la seule, hein, il y a quand même beaucoup de monde qui œuvre à cela. Juste un point, dans les entreprises, les responsables de la prise en compte de la parentalité sont les services RH. Ce sont des services qui ont peu de moyens et pas de pouvoir sur la production, sur les conditions de la production. Et donc, quand ça passera sur les secteurs opérationnels et que les organisations du travail, le dur de l'organisation du travail, intégrera cet élément de parentalité, là, je pense qu'on va commencer à pouvoir parler sérieusement. Pour l'instant, il y a des entreprises pionnières, il y a des services publics pionniers. Pour l'instant, il y a des dirigeants éclairés, motivés, et donc il y a des initiatives ponctuelles qui ouvrent complètement la voie. Je ne peux pas les citer ici. Mais il y a beaucoup de communication autour des innovations dans le monde du travail et de la prise en compte de la parentalité, de l'égalité, etc., qui sont finalement du ressort des labels et des chartes. Et je crains qu'une gouvernance par les labels et les chartes ne soit pas tout à fait efficiente et soit une sorte de faire semblant qui va nous faire croire à des évolutions qui n'ont pas encore eu lieu réellement, mais qui s'amorcent. D'accord. Eh bien, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux, Sylviane Jean-Pinot et Pierre Seusser, pour vos interventions. Je voudrais souligner quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans ces interventions, c'est qu'elles sont à la fois réalistes et stimulantes, et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas si facile. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Bien, alors il me revient de conclure cette matinée et de vous inviter à aller vous restaurer. Alors, pour que vous ayez, je dirais, une restauration créatrice, je vais prendre quatre phrases qui ont été dites. La première par Sylviane, il faut y croire. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième, c'est l'illusion anticipatrice nécessaire. Je crois que quand on fait ce travail,
Voilà, il faut avoir de l'illusion anticipatrice nécessaire. Et puis, Pierre a parlé d'utopie créatrice. Et je trouve que c'est extrêmement... Et je ne regarde pas au bon endroit, désolée. Donc, l'utopie créatrice. Et puis, eh bien, il a été dit à la fin, optimiste, irréprésentable, irréaliste. Donc, je vous laisse avec ces 5 petites phrases pour vous restaurer et vous donne rendez-vous à 14h précises, parce que comme nous sommes en vidéo, eh bien, nous commençons à des heures précises. Bon appétit et nourrissez-vous de cette illusion anticipatrice nécessaire à notre travail au quotidien avec les parents. Bon appétit! Au revoir.